vont arriver en cours de route, mais sinon, tant pis, on va attaquer un petit peu sans eux. Je me présente d'abord, donc. Je m'appelle Hubert Guillot, je suis journaliste spécialisé sur les questions de nouvelles technologies, et notamment des questions autour des algorithmes et de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années pour la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui était une association qui réfléchissait sur l'avenir du numérique, et je m'occupais particulièrement de leur média qui s'appelle internetactu.net, qui est encore en ligne. Alors, l'association vient de déposer son bilan il y a quelques mois. Le titre a été déréférencé, mais il est encore accessible en ligne. Et vous verrez dans ma présentation, à plusieurs moments, je vais faire référence avec le petit sigle IA, et il y a des liens, en fait, sur lesquels où on cliquera, où vous pourrez cliquer plus tard quand vous disposerez de la présentation que je vous ferai passer. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je continue à écrire sur le numérique. En ce moment, je prépare des ouvrages, en fait. Voilà, j'en ai un qui doit sortir en octobre, qui s'appelle déjà « Quoi c'est dans Zoom ?» une analyse de ce qui nous arrive. Juste là. J'en prépare un autre sur Parcoursup. Et j'en prépare un plus gros sur ce thème-là, en fait, dénumériser. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est ce que je vais essayer de vous présenter un petit peu maintenant. Voilà, il me semble aujourd'hui que nous sommes arrivés à un certain niveau de trop-plein numérique, en fait. Et mon but est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. C'est ce que je vais vous présenter. Ça s'articule un peu en deux grandes parties, on pourrait dire. La première, c'est quand même de vous expliquer ce que numériser veut dire. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques années avec le numérique. Et ensuite, on s'ouvrira à quelques questions autour de la dénumérisation, pardon, qui sont encore pour moi des questions en construction, qui sont incomplètes, mais je vais vous en présenter au moins quelques-unes. Et j'espère qu'on aura à ce moment-là un peu d'échange. Je suis sûr que vous voyez le problème peut-être d'une manière bien différente que moi ou d'autres, et ça peut être riche pour cet échange. Voilà, si ça vous va, et ben, si ça vous va, essayons d'attaquer un petit peu cette question. Par contre, j'ai mis en plein écran. Si vous voulez intervenir, il faut réactiver le son plutôt que de faire des signes. Je risque de ne pas voir. Voilà. Le numérique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est partout. On ne peut pas y échapper vraiment. Je suppose que même vous, qui êtes des étudiants sensibilisés ou plus que sensibles à des questions écologiques, vous avez en tout cas un ordinateur ou un smartphone pour vous connecter, sauf les 15 autres, bien sûr. Et vous l'utilisez de toutes les manières, en fait, qui soient un petit peu comme nous tous, que ce soit Zoom, Facebook, Instagram. Enfin, je suppose que vous connaissez tous un peu tout ça. Normalement, vous avez peut-être dû passer pour certains d'entre vous, et c'est pas sûr, votre permis de conduire. Si vous l'avez fait, vous avez vu que désormais, voilà, on passe complètement en ligne. On a l'impression que tout est en ligne aujourd'hui. Quand on parle de numérique, on ne parle pas que d'une technologie vraiment, on parle d'un système, d'une méga machine, comme disait Lewis Mumford. Non, merci, Deezer. Il se lance tout seul.
c'est chouette. Pour Mumford, la méga machine, c'est une forme d'organisation sociale qui prend appui sur 3 piliers, le militaire, l'étatique et l'économique, dans la perspective d'une accumulation sans fin du capital. Hein. C'est donc pas qu'une technologie de ce dont il parle, c'est bien un système en fait. Hein. Et ce système, c'est aussi celui qu'emploie un autre grand théoricien critique des technologies, qui était Jacques Ellul, hein, dans le système technicien. Il expliquait que le système, c'est un ensemble d'éléments mis en relation les uns avec les autres, de telle façon que toute évolution de l'un provoque une évolution de l'ensemble, toute modification de l'ensemble se répercutant sur chaque élément. Vous entendez là qu'il y a une forme d'interdépendance, en fait. On pourrait presque dire une forme d'écologie, d'ailleurs, hein, même si elle est essentiellement technologique. Hein. Et okay. C'est peut-être moi qui vous ai troublé, oui, ça m'a troublé. C'était juste parce que j'envoie le lien pour qu'on partage. Ouais, tout seul, c'est toujours difficile, donc on est forcément troublé dès qu'il y a un truc qui pop. Donc, voilà. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Pour Ellul, en fait, cette forme d'interdépendance entre les différentes techniques s'intensifie avec l'informatique. Hein, et le constat que nous devons faire, c'est que l'interconnexion que produit le numérique en plus de l'informatique surorganise justement cette forme d'interdépendance que nous avons. Pour Ellul, le système technicien est dans la société moderne comparable à ce qu'est le cancer dans l'organisme, un nouveau milieu qui pénètre l'ancien, l'utilise, le phagocyte et le désintègre. Il retient l'idée que le système obéit à des lois de développement et de transformation qui lui sont propres, que les éléments qui le composent se combinent de préférence entre eux, d'où une sorte de résistance aux influences externes, enfin qu'un ensemble, pour être qualifié de système vraiment, doit être dynamique, constamment transformé et transformateur. Et c'est bien ce qui se passe un petit peu avec ce sujet numérique que nous allons explorer. Hein, le numérique n'est pas considéré donc comme une simple technologie, mais bien une technique avec des objectifs politiques, économiques, financiers, dont il faut saisir l'avènement et le développement dans son époque. C'est ce que propose le spécialiste américain Ben Tarnoff dans son dernier livre qui vient de sortir, Internet for the People, où il explique justement que la privatisation d'Internet est concomitante de la montée du libéralisme. C'est une technologie avec un objectif. Ça, c'est ce que dit Kate Crawford dans son contre-atlas de l'IA, qui a été traduit en début d'année, si je ne me trompe pas, chez Zoomma, que je vais citer plusieurs fois et que je vous recommande vivement si vous vous intéressez à ces questions. Pour ma part, je pense que cette technologie de pouvoir est une idéologie en action. Elle est autoritaire, elle est centralisée, elle est monumentale, elle est extractiviste, elle est colonialiste, elle s'étend par elle-même et pour elle-même. C'est une forme de méga-machine qui vise à transférer les propriétés de la vie à la machine et au collectif mécanique en n'épargnant que la partie de l'organisme susceptible d'être contrôlée et manipulée. C'est une technique qui exagère le rôle de l'intelligence abstraite pour optimiser les calculs et fait de la domination le but principal de la technique. Donc voilà, pour aborder cet enjeu en fait de numérique, il faut en comprendre, et ce qu'on va essayer de creuser, c'est toute son articulation en fait. Pour le dire assez simplement, par essence, l'informatique, elle transforme l'information en chiffres, en bits, en 0 et en 1. Ça, c'est ce qu'il y a sous les couches de code que nous ne voyons pas. Sous les couches logicielles, tout est formé de 0 et de 1. Sa puissance, c'est de tout transformer, l'information et la communication notamment, en nombres et en calculs. Le numérique, lui, vise l'interconnexion totale des chiffres entre eux, des chiffres au calcul et des calculs aux chiffres. C'est un réseau de câbles et de fibres, de fils de cuivre, d'ondes qui transmettent l'information partout, tout le temps, en permanence, instantanément, qui abolissent à la fois les distances et le temps.
Cette interconnexion elle produit une forme d'accélération des transmissions. Et c'est notamment dans cette accélération que l'on produit des profits. Alexandre Lemonnier, dans sa série de livres sur le flash trading des marchés financiers, l'explique vraiment d'une manière assez lumineuse. Et cette interconnexion n'abolit pas seulement les distances et le temps, elle modifie les modalités même d'échange et de calcul. Son plus grand projet est un projet d'intégration totale, d'interconnexion entre le financier, les ressources, le travail, la comptabilité. Pardon. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer en essayant de faire un bout de définition, en fait. L'enjeu du numérique, c'est bien de faire des gains de productivité, en fait. C'est bien un projet industriel à la recherche de nouveaux gains d'efficacité. Et la manière dont il y parvient, c'est justement en proposant un projet d'intégration, d'interconnexion totale. Quand vous modifiez quelque chose sur Internet, ça produit un chiffre qui va lui-même pouvoir en produire un autre, etc., etc., dans des chaînes et des flux complètement interreliés. Contrairement à ce qu'on l'a dit, en fait, le numérique n'est pas l'avènement d'un monde post-industriel. Il est au contraire l'avènement d'un ensemble de technologies massivement industrielles qui fusionnent le projet technologique au projet capitaliste. Nous sommes désormais dans une ère massive de produits et de services composés de processus techniques complexes, enchevêtrés les uns aux autres, comme les chiffres le sont avec les formules dans un tableau Excel. Ces techniques ont pour nom API, SaaS, Software as a Service, Machine Learning, Cloud Computing, Intelligence artificielle, etc. Le numérique a produit un renouveau industriel inédit. Pierre Wells, dans son livre « La société hyper-industrielle », rappelle justement que la production de biens et de services est en croissance continue, en fait. Elle n'est pas en train de diminuer. Nous ne sommes pas dans un moment post-industriel à nouveau, mais dans une recomposition qui s'appuie sur la convergence entre industrie et services. L'industrialisation, en fait, se répand, elle se propage via ces formes techniques à l'économie des services et des idées. Désormais, les pôles de recherche, les commerces, les technologies commerciales, les centres logistiques, l'éducation, les formations, la santé, tout est innervé par des produits, des services et des organisations numérisées. La normalisation et la standardisation sont répandues partout. Nous sommes passés de la mesure pour produire des cadences, souvenez-vous du Taylorisme, de l'organisation scientifique du travail au début du XXe siècle, à aujourd'hui des mesures qui rétroagissent sur les cadences et sur tous les éléments des chaînes de production, de la production d'informations aux chaînes logistiques globales, en passant par la finance et la comptabilité. C'est une sorte d'organisation scientifique de tout, en fait, non plus seulement du travail. Mais bien plus, encore une fois, de la finance et de la comptabilité qui est directement branchée sur les produits de commande, par exemple. Voilà, encore une fois, tous les secteurs, production, logistique, marketing, comptabilité, distribution, connaissent désormais des process industriels d'optimisation par le numérique, via des canaux de distribution de l'information dédiés, plutôt couverts. Cette industrie ne consiste plus en des processus industriels pour couler de l'acier, mais en des outils d'information planétaires pour réguler et contrôler toutes les productions. Le numérique, les numériques, devrait-on dire, parce que tant ces techniques et leurs objets sont multiples, relient tous les process industriels mieux qu'avant entre eux et les relient plus facilement et en temps réel avec les fournisseurs, les sous-traitants ou les clients finaux. Cette double combinatoire en enclenche une troisième qui renforce des effets d'échelle et les effets de réseau sous la forme d'une convergence industrielle en réseau. C'est la somme de ces combinaisons qui transforment les process industriels en process hyper-industriels, avance Pierre Wells. Ces nouveaux paradigmes qui reposent sur la robotisation, la numérisation, l'interconnexion généralisée, la plateformisation de la production, l'interconnexion comptable et financière, permettent des économies d'échelle à la demande, capables de changer d'échelle très rapidement, de s'adapter aux besoins, mais aussi
Hein. Donc, on est capable de gérer des très grandes masses et des volumes qui évoluent très, très vite, mais aussi à l'inverse, on peut aussi générer des micro-économies d'échelle, hein, ce qu'on peut appeler la production à 0,001 centime, ce qui n'était pas possible physiquement parce qu'il fallait compter du coût de papier, du coût d'expédition pour envoyer des petites, je dis n'importe quoi, mais pour envoyer des petites procédures par courrier, par exemple, pour récupérer 1 euro ou 50 centimes d'euros. Aujourd'hui, avec le numérique, vous pouvez le démultiplier et vous pouvez même trouver des modèles économiques qui reposent sur la collecte de pouillèmes d'euros accumulés les uns aux autres jusqu'à en faire un vrai modèle économique. Désormais, dans un site productif, hein, quel qu'il soit, la performance, elle repose moins sur la qualité et le coût des diverses ressources que sur l'intelligence de leur combinaison. Autrement dit, l'efficacité de l'organisation et du tissu relationnel qui est créé par le numérique. La productivité des machines et des flux d'informations a un impact économique plus important que la productivité du travail. Et cette productivité des écosystèmes repose au premier chef sur la qualité relationnelle, sur la fluidité des informations, sur leur interconnexion. C'est particulièrement vrai avec les transactions à haute fréquence sur les marchés financiers dont je vous parlais, hein, où les centres de traitement de données se mettent là où arrivent les câbles transatlantiques pour gagner des pouillèmes de vitesse pour arriver à ce que les systèmes logiciels qui échangent les données des marchés soient plus rapides que les autres et gagner ainsi des centimes d'euros, mais des millions ou des milliers d'euros sur les transactions. Mais c'est également désormais vrai dans tous les autres secteurs, hein, les chaînes productives pilotées par les robots, aux chaînes logistiques internationales, en passant par la production de services publics, des mesures, que ce soit de la vente comme de la productivité des travailleurs, aux ordres productifs jusqu'aux finances et à la comptabilité, tout est désormais numérique. Nous sommes dans une grande chaîne. Et l'enjeu, estime Vels, ce n'est pas tant la performance que la connexion. Et je suis assez d'accord avec lui, en fait. La compétitivité relationnelle, comme il l'appelle, est le véritable enjeu de la révolution numérique. Si la concurrence par la recherche du moins-disant en termes de niveau de salaire, de conditions de travail, de coûts ou de contraintes environnementales existe, c'est d'abord la mise en réseau des acteurs qui va permettre au marché d'être réactif, d'être flexible. Il explique très bien aussi, d'ailleurs, que ces nouveaux paradigmes ne sont pas mobilisés uniquement par les grandes entreprises de l'Internet, les fameux GAFAM, hein, ou les acteurs des technologies, mais elles colonisent tous les secteurs. Hein. Pour lui, nous assistons à une convergence, à une forme d'hybridation des modèles industriels via le numérique qui colonisent le monde. Le moins de magasins, désormais, est géré, organisé depuis des technologies industrielles, d'organisation, de marketing numérique qui l'importe et assimile. Quand vous allez dans une chaîne de vêtements, par exemple, aujourd'hui, les employés, les ordres sont pilotés par des interfaces qui précisent combien d'employés est-ce qu'on va avoir besoin pour tel samedi avec particulièrement de monde, parce qu'ils vont aussi être capables de prédire qu'il y aura du monde, parce qu'ils se connectent à la météo, ils se connectent au chiffre d'affaires des années précédentes et ils disent que tel samedi, normalement, c'est un samedi d'affluence. Et donc, plutôt que 2 employés, il va en falloir 4. Voilà. C'est vraiment un exemple qui montre justement l'interconnexion. Et d'ailleurs, dans ces mêmes logiciels, il y a également les réasseurs, les commandes qui sont automatisées ou quasiment gérées et le chiffre d'affaires comptabilisé à la journée, pièce après pièce, vendu pour pouvoir faire les réasseurs directement. Du logiciel de planification des horaires des employés, comme on appelle, à la programmation marketing ou à l'agencement des magasins, les services comme les objets connectés sont en train de devenir aussi industriels qu'une usine. Le calcul, le taylorisme numérique n'est plus le monopole de l'industrie de la tech, des GAFAM ou même des seules startups. Il faut bien comprendre que l'industrie numérique, elle est partout. Elle est dans des tas de SS2I, de fournitures logicielles, qui sont désormais là parmi nous. Il y a une question. Ah non, c'était le doc toujours.
Derrière le grand récit de l'essor des GAFAM, des NATU, des BATS, des BATX, comme on dit, ce sont les, 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 les grands services numériques chinois, les NATU étant ceux de l'économie émergente, des Brésil notamment. Ce grand récit est déjà derrière nous, en fait. Les processus industriels qu'ils ont participé à construire, mais pas seulement eux, se déploient au-delà d'eux, colonisant tous les services, privés comme publics. Nous sommes désormais sous la coupe d'un déploiement du numérique partout, total, pour gérer tous les processus de décision par l'interconnexion. Deux exemples sur lesquels je vais passer rapidement, mais vous les trouverez en référence, c'est Myriam Posner et Anna Tsing. Myriam Posner, notamment, je vous invite à aller lire son article que j'ai utilisé pour faire un article en français. Vous avez le lien sur IA directement dans la... vous pourrez le retrouver. En tout cas, elle, ce qu'elle a étudié le rôle du logiciel de SAP, qui est le leader de la chaîne d'approvisionnement, avec son fonctionnement très, très complexe. Le logiciel de SAP permet justement aujourd'hui de piloter ces chaînes logistiques mondiales. Il fonctionne depuis des sortes de feuilles de calcul pour déterminer les commandes, les ressources, la fabrication. Il prévoit même l'emballage, les modalités d'expédition, il calcule les calendriers, il prend en compte des tas de variables, les variations météorologiques, saisonnières, jusqu'aux promotions qui permettent de planifier, en fait. Et c'est dans cette interface qui est assez complexe. Il faut vraiment une formation pour utiliser ce type de logiciel. C'est dans ce type de logiciel que les prévisions de marché sont traduites en ordre. C'est ici qu'on répartit la production, la main-d'œuvre pour que les installations fonctionnent à leur capacité maximale à l'autre bout du monde. C'est également dans cette complexité que les flux d'argent sont calculés et optimisés. Donc ça s'interface également avec des calculs de coûts, de prix de revient, voire ça peut même s'interfacer avec la comptabilité et les finances pour calculer entre le moment de la commande, le moment du paiement, le moment de l'expédition et l'immobilisation de l'argent et comment aussi la faire fructifier ailleurs, dans des banques notamment. Voilà, ce qu'elle montre en fait, malgré cet aspect de fluidité en fait logicielle par la chaîne, en fait, c'est qu'elle n'est pas aussi fluide qu'elle y paraît. Son efficacité repose en fait sur de nombreuses formes d'agencement. Elle a aussi des tas de défauts. Elle est ici pour calculer, encore une fois, des gains d'efficacité maximum. Et par exemple, elle est complètement ignorante des conditions de travail qu'elle implique à ce jour. Elle voit les prix, les délais de livraison, mais elle ne voit pas les pratiques de travail des commanditaires. En fait, et ça, comme elle l'explique, cette absence d'information sur les ressources qui sont mobilisées, leur provenance, par exemple, est vraiment conçue, même dans cette chaîne logistique, pour ne pas apparaître, en fait. Parce qu'elle est conçue pour s'adapter à la variété des produits que nous produisons, à la rapidité à laquelle nous produisons, mais elle n'est pas conçue pour être ni transparente, ni juste, en fait. Et elle ne va pas facilement demain exiger ou intégrer des informations que peu d'entreprises souhaitent utiliser, notamment parce que par nature, elles remettent en question les paradigmes d'efficacité, de scalabilité, comme on dit, qui font fonctionner. Et scalabilité, c'est la capacité des entreprises à pouvoir changer d'échelle. C'est une notion qui est très couramment utilisée dans le numérique. Voilà. Je ne vous perds pas trop, j'espère.
la technologie, c'est donc à la fois un fait majeur du capitalisme contemporain. Et le numérique en est le levier principal ou le moteur principal aujourd'hui. Le collectif de technocritique Pièces et Main-d'œuvre la caractérise comme une forme d'accélération. Le résultat de la production industrielle du numérique, la numérisation, disent-ils, accélère la machination. Une machination qui ne produit rien, hormis des profits, l'élimination des moins adaptés, c'est-à-dire l'élimination de ceux qui n'entrent pas dans les chiffres, pas dans la machine, pas dans les arbres de décision. Excusez-moi, est-ce que c'est cliqué partout? Donc, ce qu'on a bien compris ici, c'est que cet échange d'informations est devenu global, fluide, temps réel, immédiat, instantané. Et si les plateformes, comme on les appelle, ces plateformes d'échange numérique, et je ne pense pas forcément, encore une fois, à Facebook ou Google, je pense plus à SAP, par exemple, dont je vous parlais, si elles dominent le monde, c'est surtout les modalités d'échange qu'elles ont imposées et qui régulent la planète, en fait. C'est ces modalités d'échange entièrement numériques et numérisées. Dans son livre « Capitaliste de plateforme », Nick Srinek l'explique assez bien. Le capitalisme de plateforme est une réponse à la baisse du taux de profit dans l'ère post-industrielle. Voilà, encore une fois, on reste sur cette notion phare. Sa logique est de construire de nouveaux taux de profit par une industrialisation sans précédent des services. Une forme encore plus radicale de rente, explique le sociologue Jatan Sadowski. C'est également ce qu'analyse David Banks quand il regarde les nouveaux acteurs de l'immobilier qui se développent aujourd'hui aux États-Unis notamment, c'est ce qui sont à la fois des entreprises purement tech et de l'autre des fonds de pension. Et qui donne un caractère de plus en plus temporaire au logement dans des logiques de concentration, d'abonnement même. De plus en plus, derrière cette offre immobilière nouvelle, ce qu'on propose aux gens, aux locataires, c'est de s'abonner à une sorte de logement, mais avec des outils numériques et bien évidemment avec encore plus de déconnexion que nous ne l'avions aujourd'hui si vous ne payez pas. Donc, dans ces nouveaux logements, la porte d'entrée est de plus en plus en fait une serrure électronique. Donc, si vous n'avez pas payé votre loyer dans les temps convenus, eh ben, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Voilà, ce sont ces processus-là, en fait. Et cet exemple montre bien comment la chaîne, en fait, se raffine, s'étend et va des chiffres comptables jusqu'au plus intime de nous-mêmes. Le secteur des technologies conserve les meilleures capitalisations boursières, vous l'avez tous vu ces dernières années, mais il reste un secteur encore relativement modeste dans l'économie par rapport à d'autres secteurs, et ce tant en termes de valeur ajoutée qu'en termes d'emploi, par exemple. Comparativement, le secteur industriel demeure bien plus flamboyant, et ce, malgré la désindustrialisation. En fait, explique Srinek, l'analyse sectorielle de la technologie n'explique plus ni ne caractérise l'économie numérique. Ce sont bien les processus industriels de l'économie numérique qui deviennent hégémoniques dans tous les secteurs. Le modèle apparent, celui d'une hyper-compétition entre des startups, des entreprises de la nouvelle économie, masque en fait surtout les ententes entre elles pour normaliser et exploiter les flux de données pour dominer les marchés. Nous sommes bien plus proches de marchés parfaitement contrôlés par les données. La main invisible du marché, elle ressemble plus aujourd'hui à une main numérique qui nous conduit vers une économie parfaitement organisée, optimisée par et pour les systèmes automatisés. En plus, l'avantage de ces nouvelles structures, de cette nouvelle économie, c'est que ce sont des entreprises extrêmement allégées, c'est-à-dire des entreprises quasiment sans coût, autres que ceux de leur développement intellectuel. On n'a plus de machines-outils, d'employés à avoir, de processus complexes industriels de fonte ou quoi que ce soit d'autre. Désormais, on est dans des modèles d'entreprise numérique très, très légers.
Leurs modèles de croissance ne sont donc plus que financiers, quasiment, vu qu'ils n'ont plus d'immobilisation à avoir, et ce qui leur permet, bien évidemment, de bénéficier de solutions fiscales reposant essentiellement sur l'évasion, ce qui était bien plus difficile pour les industries du 19e ou du 20e siècle. Elles sont désormais, ces entreprises de l'économie numérique, au cœur du système capitaliste. Elles nourrissent les algorithmes, elles donnent aux entreprises des avantages concurrentiels, elles coordonnent la main-d'œuvre, elles permettent souvent de l'externaliser, elles optimisent, flexibilisent les processus de production, elles transforment des produits peu rentables en services hautement profitables et après leur analyse, elles donnent accès à toujours plus de données dans une sorte de cercle vertueux d'optimisation sans limite du capital où les données de vente vont venir nourrir les données de production, etc., etc. Et l'enjeu d'ailleurs de ce capitalisme numérique, c'est pas tant de produire des marchandises finalement, c'est comme si c'était quelque chose de marginal pour eux en fait. Leur but, c'est d'améliorer la production de données. L'entreprise, désormais, remplacée par le modèle de la plateforme, parce qu'elle produit des outils, des données et des échanges de données plus performants que d'autres, bénéficie très rapidement d'effets de concentration et de réseaux qui favorisent la création très rapide de monopoles très puissants et très implantés sur ces secteurs. Là, on peut convoquer Facebook ou Google qui, en quelques années, se sont développés sur leur secteur, Facebook, les médias sociaux et la publicité, Google, le moteur de recherche, la publicité, mais aussi toute une offre de services à destination des entreprises, comme les Google Docs, etc., les Google Workforce, etc., et qui leur assurent des formes monopolistiques très, très puissantes. Sans compter la vente de logiciels pour faire tourner nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Voilà, les logiciels de prévision de vente dont je vous parlais par exemple tout à l'heure, cette gestion des personnels, par exemple, sont dominés par une poignée d'acteurs que vous ne connaissez pas et que nous ne connaissons pas la plupart du temps. Ce sont des petites SS2I, plus ou moins grosses, et qui colonisent les industries les unes après les autres. Et ce d'autant plus que les données qu'elles collectent et raffinent leur donnent un avantage concurrentiel sur leurs concurrents pour rendre de meilleurs services à leurs clients. Ce secteur, par exemple, des logiciels de prévision de vente ou de gestion des personnels, a commencé notamment dans la restauration. Aujourd'hui, il s'étend au commerce et il est en train de s'étendre dans plein d'autres endroits, en fait. Comme ils ont raffiné des données pour pouvoir créer leur première mouture, ces raffinages vont pouvoir leur servir pour pouvoir les implanter dans d'autres secteurs, etc. Moi, j'ai vu récemment, mon coiffeur avait intégré un système de ce type. Ils ne sont que deux pourtant, et pas nombreux, mais il a intégré un système de ce type. Et on voit que ça colonise ainsi, petit à petit tous les secteurs. Pour Sriniec, à nouveau, nous sommes entrés dans un colonialisme de plateforme, à un moment où la capitalisation sur la quantité et la diversité des données importe plus que leur qualité ou leur capacité d'analyse et de traitement. Et ça favorise la concentration et la financiarisation. La théoricienne des nouveaux médias, Mackenzie Ward, va plus loin. Elle parle d'une classe dominante qui éprouve un intérêt limité pour les conditions matérielles de la production, pour les mines, les hauts fourneaux, les chaînes de montage. Son pouvoir ne repose plus sur la propriété des choses, mais sur le contrôle de la logistique, sur la manière dont elles sont gérées. Le pouvoir vectoriel, c'est ainsi qu'elle l'appelle, présente deux aspects à la fois intensifs et extensifs. Le vecteur intensif, c'est le pouvoir de calcul, c'est-à-dire le pouvoir de modéliser, de simuler, c'est le pouvoir de surveiller et de calculer. Et le vecteur extensif, c'est le pouvoir de déplacer l'information d'un endroit à un autre. C'est le pouvoir de déplacer et combiner chaque chose avec toute autre chose en tant que ressource. Donc, le numérique ne nous conduit pas à un dépassement du capitalisme, pas de perspective post-industrielle qu'on pourrait le croire trop simplement. Au contraire, il renforce une économie où domine la seule rentabilité financière et qu'il est désormais possible de configurer à très grande échelle, l'échelle mondiale, et à très petite échelle sur des formes de micro-paiements qui peuvent être
peuvent générer par eux-mêmes des formes de profit. Les startups ne sont qu'une phase visible de cette transformation. Elles sont que des entreprises qui colonisent et normalisent très vite de nouveaux marchés. Elles cassent des entreprises logicielles et informatiques plus traditionnelles qui masquent à leur tour la grande normalisation des flux d'échange de données. Par exemple, les fameux CASOS, c'est-à-dire les Capgemini, Atos, Soprasteria, Orange, Sia Partners, c'est-à-dire ces entreprises comme McKinsey, en fait. C'est des entreprises qui vendent du conseil. Aujourd'hui, elles sont sur ces types de marchés. Sur ces entreprises qu'évoquent Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre dans leur livre « Les Infiltrés ». Dans leur livre, d'ailleurs, ils dressent la longue liste des secteurs où ces cabinets de conseil ont remporté la mise. Un chapitre est complètement dédié au numérique. Son titre est très explicite. Numérique, l'État a perdu le contrôle. Ici, ce qu'il montre, c'est que les cabinets de conseil délivrent à la fois les diagnostics, prescrivent les médicaments, fournissent les solutions. Aucun service de l'État n'assure en interne ses besoins informatiques. Il n'est nulle part en capacité de les maîtriser et même de spécifier ses besoins ou de piloter ses projets qu'il confie à d'autres. En fait, la numérisation, plus qu'une privatisation, relève d'une dépossession. Ces entreprises détiennent les clés du numérique public, qu'ils fonctionnent ou qu'ils ne fonctionnent pas, ils en assurent les marchés, ils les définissent la plupart du temps. Après, c'est eux-mêmes qui viennent candidater pour faire les marchés et qui font les développements logiciels et qui assurent la maintenance et le déploiement des systèmes qui marchent ou qui ne marchent pas. Et dans l'Internet public, tel qu'on connaît en tout cas chez nous, assez souvent, ça ne marche pas très bien. Encore une fois, les feuilles Excel et les flux de données ont remplacé les conteneurs. On est surproduit des formes d'indicateurs. On cherche désormais à réduire le temps d'attente à l'hôpital sans embaucher, ce qui signifie augmenter les taux de retour aux urgences. Voilà, on produit ce type d'indicateurs-là depuis tous ces systèmes. Cet exemple, voilà, aujourd'hui, l'une des toutes dernières nouveautés à l'hôpital, je ne vous parle pas d'ILI ou quoi que ce soit, qui ont été c'est des indicateurs qui sont mis dans des tableaux Excel et dans des systèmes de pilotage. Et l'un de ceux-ci, c'est de réduire le temps d'attente à l'hôpital plutôt que d'embaucher. Donc, ce qui veut dire qu'on va en fait demander au personnel de passer très peu de temps avec chaque personne. Mais ce que ça a comme conséquence très concrète, derrière ces indicateurs de l'immédiateté qui sont produits par ces systèmes, c'est le taux de retour aux urgences, c'est-à-dire les gens qui viennent aux urgences, ils sont accueillis plus ou moins bien quand ils le sont, et en fait, comme ils ne sont pas traités ou pas soignés, en fait, ce qui explose, c'est le retour des gens aux urgences 6, 8 à 12 à 24 heures après. Voilà, c'est histoire d'expliquer un tout petit peu cette question de pilotage total. Je ne vous ai pas tous perdus? Non, c'est bon. Bravo, il y a encore quelqu'un qui est là. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est dans du fait que le numérique, par essence, il repose sur deux choses principales que j'ai mis un petit peu en avant ici, c'est la surveillance et la normalisation. Alors, la surveillance, on la connaît bien. Elle est inscrite au cœur d'Internet et des réseaux de télécommunications. Chaque terminal qui se connecte se voit attribuer une adresse depuis laquelle nombre de caractéristiques peuvent être produites, comme sa localisation, le matériel que l'utilisateur utilise pour se connecter, le navigateur qu'il utilise, etc. Sur le réseau, du moment que vous cherchez à vous interconnecter avec quelque chose, on vous définit une adresse et vous n'êtes plus invisible. Tout le monde est tracé. C'est la logique même en fait de l'interconnexion. Pour que deux appareils se reconnaissent, il faut qu'ils s'identifient en fait. C'est ce qu'on appelle les logs de vos connexions, l'historique des événements liés à votre session, l'enregistrement de tout ce que vous faites sur un site ou un service, les pages que vous visitez, les liens sur lesquels vous cliquez, les sites d'où vous venez, le temps que vous passez sur un site ou sur une page, les mouvements de votre souris, toute utilisation est liée à un enregistrement d'informations.
Ce sont ce qu'on appelle des traces ou des métadonnées qui forment l'essentiel des données personnelles qui constituent cette heure noire qu'exploite à l'unisson la plupart des services numériques, n'importe quel site web ou quoi que ce soit. La surveillance, elle est consubstantielle en fait à l'usage du réseau. Toute connexion est reliée à une adresse, à nouveau, à un parcours de navigation singulier qui enregistre votre présence et vos actions en ligne. C'est ainsi qu'on se mesure chacun de vos clics, par exemple, des outils célèbres comme Google Analytics, donc l'outil de mesure des audiences sur Internet fourni par Google permet de mesurer chacun des clics. Le temps passé sur la page est décortiqué pour améliorer la productivité des pages et des produits. Tout est finement scruté, testé, rentabilisé. L'A/B testing, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc c'est un test A/B, c'est comme dans un processus scientifique où vous avez deux populations, vous faites avaler du sucre à l'un et un placebo à l'autre, et vous comparez les effets entre deux groupes tests. Et bien, on a inventé exactement la même chose avec le numérique, ce qu'on appelle l'A/B testing. Ça permet de tester deux propositions. Par exemple, un titre d'article, une couleur de site ou une couleur de bouton. En fait, on va l'afficher à deux types de populations différentes et on va voir comment elle réagit. Et selon la réaction, on va après afficher à tout le monde le même titre ou la même couleur, bleu profond. Ce beau bleu Facebook a été, par exemple, déterminé comme ça. Ils ont testé des centaines de milliers de bleus et petit à petit, ils ont raffiné jusqu'à le bleu qui est le leur. Voilà. Pour eux, ce système en fait, permet justement de raffiner, de décider qui est la plus efficace selon des mesures d'audience, en fait, des clics, les réactions des internautes. Des milliers d'ingénieurs et de designers conçoivent des interfaces, des fonctions toujours plus séduisantes pour vous accrocher, c'est-à-dire exploiter et rendre productives les moindres traces de votre comportement. C'est une surveillance qui est très orientée. Elle produit des métriques d'immédiateté. Elle favorise une certaine vision du numérique sur d'autres. Et vous le voyez bien, quand on propose un titre à deux populations, ce qu'on va regarder, ce qu'on va mesurer, c'est quel est le titre qui clique le plus de l'un par rapport à l'autre. Et celui qu'on va mettre en avant, c'est le titre qui clique le plus. Et ce n'est pas nécessairement le clic qui pourrait être plus intéressant ou qui éveille d'autres types d'intérêts. Non, non. Ce qui est important, c'est le titre qui clique. Pour le spécialiste américain de la sécurité, Bruce Schneider, il a longtemps insisté là-dessus, la surveillance, c'est le business model d'Internet. Cette surveillance, encore une fois, elle est intrinsèque, elle explique en grande partie que la publicité soit devenue le modèle d'affaires, par défaut, c'est qu'elle soit devenue le fondement économique de l'industrie numérique, parce que la publicité offrait par nature une sorte de modèle économique facile à mettre en œuvre et à vendre à des investisseurs. La promesse de monétiser en fait l'audience dont les systèmes enregistrent toute l'activité, ça a été le péché originel du web. Ça a été une sorte de boîte de Pandore qui a transformé l'enregistrement des connexions en une forme de corne d'abondance pour rentabiliser toujours mieux l'audience. L'industrie numérique n'a eu alors de cesse d'améliorer le traçage, la mesure, l'interprétation et le ciblage publicitaire, la surveillance donc. Pourtant, ce modèle en fait, de surveillance, il n'était pas nécessairement inscrit à l'origine dans le projet informatique. C'est Shoshana Zuboff, dans son livre « L'âge du capitalisme de surveillance », qui a ce bel exemple d'un des projets pionniers de l'informatique ambiante des années 2000, qui était donc un concept de maison du futur avec surveillance des comportements des habitants. Mais cette surveillance des comportements des habitants, dans ce projet qui était au tout début d'Internet, voilà, Internet né dans les années, vraiment dans les années 95, ils n'avaient pas pensé à cette époque-là de faire ce projet en fait connecté. C'est-à-dire les capteurs étaient connectés à l'intérieur de l'espace de la maison, mais ils ne s'ouvraient pas sur l'extérieur. Ils n'allaient pas informer des systèmes distants, etc. Tout le contraire en fait de ce à quoi on assiste aujourd'hui. En fait, le moins de capteurs connectés communique à l'extérieur, envoie des données au-delà de son propriétaire. Il faut vraiment être déconnecté pour ne pas envoyer de données à l'extérieur. Et c'est tout l'inverse, en fait. La connexion et le numérique a changé ça, en fait, et
a permis en fait, de mobiliser vraiment cette idéologie de la surveillance d'une manière totale. Hein. Dans notre rapport à la technologie, nous sommes ce qui est exploité. Hein. C'est bien nous. Nous sommes connectés. C'est pas nous qui sommes connectés à Internet, c'est l'Internet qui se connecte à nous. Voilà, vraiment. Bien évidemment, le problème, c'est que cette surveillance qui est intrinsèque au numérique, c'est pas une technologie neutre. Hein. Il n'y a pas de technologie neutre. Et ça, je pense qu'on vous l'a déjà dit 250 fois. Hein. La reconnaissance faciale, par exemple, elle mobilise toute une gamme, toute une écologie de techniques dont les intrications, les imbrications démultiplient et renforcent les effets. Hein. C'est un ensemble de technologies, de fichage, de surveillance, de détection, d'authentification, d'identification biométrique et comportementale qui reposent sur des données éminemment personnelles dont nous devrions, en tant qu'individus, conserver la maîtrise. Or, les principes techniques mis en œuvre par la reconnaissance faciale nous en destituent, puisqu'il consiste à confier à un traitement particulier les conditions de détection, d'authentification ou d'identification sur des critères, selon des modalités et des finalités qui, non seulement, bien souvent, nous échappent, hein, non seulement parce qu'elles ne nous sont pas expliquées, mais plus encore, nous échappent d'autant plus que les croisements, les recoupements et traitements évoluent par devers nous. Hein. Le corps du problème de cette gamme de technologies, c'est justement leur capacité à évoluer, à induire d'un traitement un autre traitement, à changer de finalité, à être utilisés pour d'autres buts que ceux pour lesquels ils nous ont été proposés et vendus, présentés. Hein, cette plasticité même en fait des technologies les rend très très évolutives et pose des gros problèmes quant à leur encadrement. Hein, pour paraphraser Kate Crawford, la reconnaissance faciale, c'est à la fois un ensemble de technologies, une pratique sociale, une infrastructure industrielle qui, par nature, classe, catégorise, recoupe. Hein. Elle constitue, pour moi, une idéologie, vraiment, un système de pouvoir qui fonde une façon de voir le monde, qui induit que la sécurité est plus importante que la liberté, que le contrôle est plus important que la vie privée. Il y a un autre aspect que je vais juste signaler, que je ne vais pas développer, c'est la question de la normalisation. Parce que moi, je n'ai trouvé pas beaucoup de travaux là-dessus, en tout cas, pas de travaux qui me semblent vraiment intéressants. Je vais juste évoquer un exemple, en fait, très très rapidement. Je vais essayer. Vous ne connaissez certainement pas l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, qui est une agence du ministère de l'Intérieur qui a été créée en 2007. Cet établissement public s'occupe désormais de la production de tous les titres sécurisés, c'est-à-dire des documents officiels délivrés par l'État et soumis à des contrôles, à savoir les cartes grises, le permis de conduire, les passeports, les cartes nationales d'identité, les titres de séjour, les cartes professionnelles des agents de l'État. Hein. Et elle fabrique notamment le fichier des titres électroniques sécurisés. Ce que je veux dire avec cet exemple, c'est qu'on a là une organisation d'une normalisation par une agence de l'État qui produit non seulement les cartes d'identité qui sont les vôtres, que vous connaissez, mais derrière également des fichiers, des modes de normalisation et qui définit comment vont être construites demain nos identités. Avec bien évidemment le grand danger qu'il y a demain, c'est que nos identités ne soient plus seulement celles que nous avons sur un papier, elles ne sont déjà plus en fait. Quand vous allez aujourd'hui faire une carte d'identité dans quelques préfectures, dans quelques mairies, vu que justement cette normalisation a aussi fait disparaître le fait de pouvoir faire sa carte d'identité dans 36 000 communes aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus que 2000 communes qui permettent de faire une carte d'identité. Donc, vous devez, il y a des documents que vous devez produire et qui sont scannés en fait. Il y a une photo qui est prise de vous, en plus des photos qui sont prises de vous. Vos doigts sont vos empreintes digitales sont scannées par une machine. Et tout ça est conservé dans une base de données, en fait. Pour l'instant, cette base de données, normalement, n'est pas accessible très simplement, etc., autre qu'à des agents de l'État, n'est pas accessible, mais elle est disponible, en fait. Et votre carte d'identité, avant, quand vous aviez une carte d'identité, il n'y avait que vous qui en étiez titulaire, en fait. L'État ne gardait pas une copie. Avec une base de données, en fait, avec cette base de données qui est recueillie à chaque fois que quelqu'un fait une carte d'identité, l'État en a une copie. Et cette copie va pouvoir permettre un jour, peut-être demain, d'autres usages. Et notamment, la grande question, c'est celle, bien évidemment, de la reconnaissance faciale à nouveau.
C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, et ça commence déjà à se passer, mais avec un autre fichier que celui qu'on fait toujours, que celui des titres électroniques sécurisés, on pourrait tout à fait imaginer que n'importe quel agent puisse regarder sur cette base de données et être sûr que c'est bien vous qui êtes en face de lui ou procéder à de la reconnaissance faciale. On n'en est pas là, ça c'est de la science-fiction. Mais en changeant de modalité, en changeant de normes d'action, en fait, on transforme les conditions d'existence des technologies et demain, elles peuvent encore évoluer. Il y a des glissements qui sont possibles, en fait, parce qu'on en a changé la nature. Je vais vous le dire autrement. Voilà, on a eu jusqu'à présent l'impression, en fait, que passer du numérique, du papier au numérique, c'était un changement, hein, un simple changement de support, en fait. Hein. Mais ce n'est pas un changement de support, c'est bien un choix qui n'est pas neutre, c'est bien une différence de régime. C'est une autre option qui est activée, en fait, c'est une différence de nature. Hein, et cette différence de nature est profondément politique, en fait. Ce n'est pas qu'une procédure technique. Derrière, il y a des glissements qui sont possibles, il y a des changements de finalité qui sont ici accessibles ou qui deviennent possibles, en fait. Et bien évidemment, c'est tout l'enjeu des questions de surveillance est sur ces glissements et ces enjeux demain possibles. Bon, je vais passer très vite parce que le temps passe, bien évidemment. Tous ces systèmes numériques tels qu'ils nous sont vendus, en fait, nous promettent, font revivre une forme de mythe du progrès. Hein. Ils nous promettent qu'ils vont être infaillibles. Parce que c'est du calcul, parce que c'est de l'optimisation de calcul, c'est scientifique, c'est infaillible. Et son autre promesse, c'est également l'inéluctable. Hein, c'est qu'on ne pourra pas échapper à cette transformation, à cette machination du progrès, à cette numérisation de demain. Et elle dessine une forme d'avenir, en fait, sur lequel nous n'avons plus la main, en fait. Hein. La technologie se déploie pour elle-même, du bout du monde jusqu'à notre poche, et nous n'y échapperons pas. Il n'y a plus de moyens ou de modalités pour s'en échapper, en fait. Hein. Bon, alors, c'est une belle promesse qui n'a cessé d'être renouvelée par les outils technologiques et plus encore par l'informatique ou le numérique. Le problème, c'est ce qu'on va voir maintenant dans une sorte de mini deuxième partie où il va falloir que j'accélère un petit peu, c'est que ce renouveau du mythe du progrès, en fait, ne marche pas très bien. Le grand récit que je vous ai fait de cette méga machine, en fait, a des failles, heureusement. C'est à la fois un projet industriel total et c'est un projet industriel défaillant, en fait. Hein. C'est une promesse, comme toutes les promesses, comme tous les mythes. C'est celui qu'on nous vend, celui d'une industrie parfaite, parfaitement fluide, complètement interconnectée. Et dont la perfection ne repose que sur les données, les calculs et leur alimentation sans fin, en fait. Hein. Mais on voit bien qu'à mesure qu'il se développe, en fait, ce projet, son déploiement pose des problèmes, en fait. Hein. Et il interroge la société elle-même. Alors, vous avez tous vécu ça, et encore plus ces 2 dernières années, qui sont marquées par une forme d'accélération du numérique, hein, assez forte, accélération de leur profil, mais aussi accélération des outils. Zoom en est un très bon exemple, encore un nouveau. Il y a 2 ans, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise et tout le monde est contraint un peu de l'utiliser. Est-ce que nous sommes dans un monde surnumérisé, en fait, hein? Pour moi, ça m'interpelle, ça nous redonne la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment numériser, hein? À partir de quel moment est-ce qu'on vit dans un espace où c'est trop?
où ça devient trop, où le numérique est trop présent, parce qu'il est partout. Nous assistons partout à des effets d'une sorte d'une numérisation à marche forcée, hein, d'une surnumérisation, d'une hypernumérisation, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Toutes nos existences sont aspirées par le numérique. On fait nos courses, le cours de code, le téléenseignement, le télétravail, la télémédecine, nos télédivertissements, nos télésociabilités, tout y passe. Hein. Le temps moyen passé en ligne est de 2h25 par jour en France. Ça fait à peu près 17 heures par semaine et par personne. Ça, c'est un temps moyen. Selon une autre étude, les plus connectés d'entre nous passeraient 56 heures par semaine devant leurs écrans, soit 27 ans au cours de leur vie, c'est plus que leur temps de sommeil. Cette immatérialité n'en est pas une, bien sûr, hein, et ses effets sont concrets. Ce qu'on a vu avec la crise épidémique qui nous a contraints, ou qui a contraint beaucoup de personnes, pas toutes, à rester devant leurs écrans, ce sont des souffrances, ce sont des malaises. C'est le burn-out, hein, l'épuisement par surcharge. C'est le bar-out, l'épuisement par ennui et sous-charge de ceux qui s'embêtaient dans Zoom. C'est le brown-out, c'est l'épuisement par perte de sens. Tout ça, ce sont des phénomènes qui se sont encore plus matérialisés avec ces 2 ans d'accélération. Hein. Et ça a montré combien les souffrances pour certains d'entre nous pouvaient être profondes. Hein. Les écrans noirs de Zoom, j'en ai un sous les yeux, nous ont montré justement les limites sociales de ces déploiements, tout autant que les questions autour du déploiement des passes sanitaires et de leur acceptation, qui montrent aussi l'évolution d'une identité numérique par devers nous, qui peut devenir un petit peu omniprésente. Donc, on a une forme de rejet dont on entend parler, en fait, hein, des formes d'épuisement, voire des prémices de lutte ou de repli. Vous avez tous entendu parler des antennes 5G qu'on brûlait, des câbles sectionnés, des luttes dans certaines entreprises de la Silicon Valley contre certains développements. Par exemple, chez Google, les employés se sont rebellés contre le surdéveloppement de la surveillance à destination d'États peu démocratiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, plusieurs instances, le défenseur des droits, le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, on met en lumière les conséquences des réorganisations menées à l'occasion de la crise sanitaire, hein, en disant qu'il y a une crispation croissante de la population face à la numérisation des services publics et de tous nos usages quotidiens. C'est à se demander si nous ne sommes pas un peu épuisés par le numérique. Je vais passer cet épuisement, en fait, nous rappelle, en fait, que la numérisation, c'est un processus brutal, hein, qui produit des quantifications et des abstractions. C'est Achille Mbembe, le philosophe. Je vous conseille vraiment de lire Brutalisme si vous ne l'avez pas lu. C'est un livre assez puissant, quelques faiblesses par moment, mais assez puissant et très très fort. Il regarde ce que le numérique fait au monde, et notamment au corps noir, au corps des migrants, à ceux qui sont sur les îles de Lesbos en Grèce, coincés par Frontex et des techniques de surveillance qui sont développées à leur encontre, en fait. Il dit qu'il y a quelque chose de très très juste, il n'existe plus de droits durables, tous sont révocables. Hein. Pour lui, à nouveau, la technique est plus que jamais asservie au pouvoir. Hein. Le pouvoir rêve d'être inépuisable, incalculable, inappropriable, indestructible, c'est-à-dire de devenir imperméable à l'humanité, hein, pour assurer sa propre et infinie reconduction. Mbembe dit que le grand remplacement à venir, s'amuse-t-il, n'est pas celui qu'on croit, c'est celui du devenir humain des machines, et c'est pas celui, pardon, du devenir humain, c'est celui, pardon, de devenir humain des machines ou de devenir objet des humains. Hein. Notre futur est de devenir machine.
de devenir pure puissance, mais aussi métastase, car une fois transformés, nous n'avons plus rien d'autre à accomplir, à l'image de l'énergie que nous brûlons pour, pour faire fonctionner ces outils sans forcément accomplir grand-chose. Et quand il définit le brutalisme, pour lui, c'est également une forme, un mode d'administration de cette transformation. C'est par la violence, c'est par l'injonction, c'est par la pression, c'est par l'obligation, en fait. Vous êtes contraint d'utiliser ces outils et c'est leur moyen à eux de s'imposer à nous. Et il explique également très bien que l'exception est devenue un état permanent et que le brutalisme, en fait, c'est pas une politique extrême, c'est au contraire sa naturalisation, sa déréalisation, en fait, de la politique. Pour lui, c'est plus... comment dire, la machine, voilà, elle cherche à gérer désormais les pensées, les corps. Nos déplacements sont toujours plus en plus contraints. Les institutions frontalières, les institutions carcérales nous assignent à résidence. Les processus d'identification sont très simples. Il suffit d'être mineur, pauvre ou racisé pour être passible de mesures plus restrictives que d'autres. La computation numérique, c'est une extension du capital à nouveau vers l'ensemble de la vie, visant à convertir toute substance en quantité, à transformer tout en calcul, en potentialité, à la fois pour les financiariser, à la fois pour les convertir les finalités organiques et vitales même en moyens techniques. Le numérique vise à tout soumettre à des effets de quantification, d'abstraction. En cela, la technique est une lutte contre les corps qu'elle transforme en chiffres ou en proie, à l'image des techniques de surveillance, bien sûr, qui sont les principaux outils de cette transformation. Même il dresse un constat assez très sévère et tout à fait terminal, très radical. Pour lui, avec ces technologies-là, nous ne poursuivons plus la liberté, nous poursuivons une forme de puissance. C'est exactement, d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'on retrouve dans d'autres formes, dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'ubérisation générale, intensification, externalisation, prolétarisation. Ce que je veux dire par là, c'est que oui. Je m'interromps assez, tu peux y aller. Je ne sais pas si je suis compréhensible. D'accord. Ouais, pas de problème. Merci. En fait, quand on parle, donc là, sur l'état des lieux, j'ai l'impression, en fait, que on parle de on. Enfin, pour moi, ça reste très vague parce que cette numérisation est un processus quand même lent, voulu, qui s'inscrit dans le quotidien, enfin, voulu, comme vous dites, imposé, mais quelque part, on peut aussi résister, donc c'est aussi voulu, dans un certain sens. Donc, en fait, je voudrais savoir de qui on parle exactement. Ah, ok. Alors, moi, je parle des entreprises numériques et de leur fusion avec le capitalisme, en fait. Je parle à la fois des SS2I, des cabinets de conseil et des GAFAM, en fait, qui aujourd'hui proposent des solutions qui sont achetées, qui sont déployées, qui sont financées à des hauteurs très, très importantes et qui se déploient de partout. Jusqu'aux utilisateurs finaux, en fait, en s'imposant à eux. Alors, bien sûr qu'on peut faire certains choix, mais il y a des endroits où les choix, vous ne pouvez pas les faire. Quand vous devez remplir votre dossier CAF, aujourd'hui, vous n'avez presque pas d'autre choix que de passer par des interfaces numériques. Si vous faites une demande de titre de séjour, aujourd'hui, vous n'avez plus d'autre choix que de prendre des rendez-vous depuis des plateformes numériques. Donc, il y a des tas d'endroits, en fait, où ça s'impose, en fait, par devers nous. Et voilà, quand on regarde la question, par exemple, de l'ubérisation des travailleurs, oui, il y a un certain choix de certains travailleurs en recherche d'emploi qui se sont dit moi, je vais utiliser ces systèmes pour
trouver de l'argent, devenir indépendant et essayer de générer ma propre économie. Aujourd'hui, nous l'avons largement dépassé. Ça s'est transformé dans une forme d'intensification et de prolétarisation. Au même titre, finalement, que tout le reste. Oui. Merci. Et du coup, ce choix, ce que vous disiez par exemple, de faire que la CAF se soit numérisée, est-ce que, de votre point de vue, c'est un choix qui est fait par les cabinets de conseil ou est-ce que c'est un choix de l'État pour rester compétitif par rapport à la numérisation globale du monde? Les deux, en fait. C'est à la fois les cabinets de conseil qui fournissent ces solutions, c'est à la fois l'État qui, dans une logique néolibérale depuis quelques années, depuis longtemps maintenant, et encore plus en accélération depuis quelques années, cherche à réduire la taille du mammouth, à trouver des modalités d'économie. Encore une fois, ce que je vous ai dit au début, le numérique, c'est là pour générer des gains d'efficacité, des gains de productivité. Et en fait, du moment que vous mordez à l'action des gains de productivité, toutes les entreprises vont adapter leurs process, les entreprises comme les services publics, pour essayer d'en trouver, en fait. Et c'est ce qu'on voit, le développement de l'école numérique, le développement de la télémédecine, le développement des systèmes et bases de données en médecine pour traiter les données de santé des patients, pour gérer les médecins et les infirmiers, etc. De partout, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de trouver des gains de productivité. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. Vraiment, cette recherche de gains d'efficacité de productivité est le moteur du capitalisme et le numérique permet, d'une certaine manière, de l'accélérer, de le rendre encore plus vif, plus fort. Ok, merci. Oups. J'espère très vite. Donc, bon, vous avez compris l'idée, en fait. Je vais peut-être pas nécessairement aller bien plus loin sur ces questions-là. On pourrait les creuser, bien évidemment, mais tout ça a une forme de, sans vouloir dire que c'est un complot, c'est pas ce que je dis du tout, hein, mais tous ces processus interreliés de la méga-machine mettent en place les mêmes stratégies, en fait. Hein. La prolétarisation des travailleurs du clic, comme des livreurs Uber, comme demain peut-être des professeurs qui vont être choisis par un simple entretien d'embauche pour être payés un peu moins cher. On est dans des mêmes logiques, en fait. L'intensification du travail que ces systèmes de calcul produisent est aussi dans cette même logique. C'est-à-dire le but du système de calcul, c'est pour un chauffeur ou un cycliste Deliveroo, c'est de calculer la plus grande efficacité possible. D'où le fait qu'il soit soumis à des formes intensives. Il doit livrer le sandwich en 10 minutes. Et c'est la même chose pour le travailleur du clic qui doit regarder et faire le nettoyage des pires images ou des pires vidéos qui arrivent chez Facebook ou chez Google. Lui aussi, il est surveillé par les outils. Et c'est le cas de nous tous. La pointeuse d'antan est devenue le logiciel Zoom sur lequel on va pouvoir calculer le nombre de questions que vous avez posées, le temps que vous y avez passé, ou le site web pouvoir calculer si vous avez bien tous lu la page que vous a envoyée votre professeur. Donc, il y a des formes d'intensification qui sont possibles, de prolétarisation et bien évidemment d'externalisation, c'est-à-dire que du moment que vous découpez les tâches en toutes petites portions, vous pouvez les faire produire à l'extérieur, plus loin, moins cher, encore une fois, à la recherche de coûts d'efficacité. C'est ce que fait Facebook ou Google quand ils délèguent la surveillance de leur système d'intelligence artificielle ou leur système de modération à des entreprises qui ont pu être en Thaïlande, à Madagascar, en Afrique noire, etc. Et qui peuvent d'ailleurs se balader d'un endroit à l'autre selon les prix du marché d'une manière encore plus fluide et plus rapide. Un autre point sur lequel je vais devoir aller vite parce que le temps passe, et puis je pense que vous finissez par être fatigué. Excusez-moi. C'est les limites de cet extractivisme. Hein. Le problème des biais.
de données, des discriminations que ça engendre, de l'opacité et du scientisme. Alors, je vais essayer de faire vite et simple. Pour faire travailler ces systèmes, en fait, on utilise des bases, des données, donc qu'on rapatrie de partout. Tout est bon pour faire donner. Le problème, c'est que les données qu'on rapatrie, elles sont la production du social d'une époque, en fait, et d'un monde qui est le nôtre, en fait. Par exemple, les données qu'on va utiliser pour entraîner les logiciels de reconnaissance faciale ont utilisé des bases de données qui étaient disponibles en ligne, et ces bases de données sont surtout composées de personnes blanches, d'hommes, très peu de femmes, et de gens riches, en fait. Donc, ce qui fait que quand on fait tourner, pour le résumer très simplement, des moteurs de reconnaissance faciale, on va avoir des problèmes sur toutes les populations marginales ou marginalisées, ou même assez évidentes. Déjà, les femmes sont souvent un peu moins bien reconnues, les personnes noires, etc., etc. Cet exemple vise juste à expliquer la problématique des biais. Après, vous la démultipliez surtout. Aujourd'hui, se développent des systèmes de base d'analyse du langage, en fait, qui reposent sur des corpus de textes énormes, qui peuvent être des textes juridiques, mais qui peuvent être aussi, par exemple, toutes les archives du forum Reddit. Et si vous connaissez un tout petit peu le forum Reddit, quand vous faites entraîner une intelligence artificielle sur le forum Reddit, ce n'est pas la même chose que quand vous la faites travailler depuis une base de données de la Commission européenne. Elle ne va pas produire les mêmes choses. Elle ne va pas avoir les mêmes biais à l'intérieur. Autant vous dire que sur Reddit, il vient y en avoir plein. Ça, c'est pour vous expliquer très rapidement et très succinctement la question des biais. Alors, bien évidemment, ces biais génèrent des formes de discrimination sur des formes sur des tas de populations. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont très, très documentées. Je vous ai cité là les 1, 2, 3, 4, 5 grands livres sur la question. Vraiment, aujourd'hui, il y a plein de chercheuses, notamment, ce sont surtout des chercheuses, autant le reconnaître, qui commencent à alerter très sérieusement sur les biais, la discrimination que ça engendre, en fait, la manière dont les gens par la manière dont les gens sont calculés. Mais donc, le troisième point, c'est l'opacité, en fait, de cet extractivisme, c'est-à-dire, grosso modo, nous ne savons pas comment nous sommes calculés dans la plupart des systèmes que nous utilisons. Quand vous êtes aujourd'hui, vous candidatez à un emploi, pour chaque annonce, il y a 250 candidats en moyenne, et pour 3 à 4 sélectionnés. De plus en plus d'entreprises et du système, et même en France, utilisent des systèmes d'extraction automatique de candidats. Ces formes d'extraction vont reposer sur quoi? Des fois un peu... alors, on ne sait pas. Voilà. C'est ça, je veux dire. D'abord, grand 1, on ne le sait pas. Ce n'est pas documenté, ce n'est pas explicite, ce n'est pas expliqué, etc. Il y a une énorme opacité qui est produite, en fait, pour favoriser d'abord cette extraction et cet extractivisme et ce capitalisme numérisé. Et ça, c'est un grand problème de société. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de lutter un petit peu contre ça en disant trouvons les modalités d'une meilleure transparence, d'une meilleure explication ou d'une meilleure explicabilité, tout en voyant bien que ces questions de transparence et d'explicabilité ne sont pas si simples. Il est très compliqué d'expliquer comment fonctionne l'algorithme de Facebook, de Google, d'Instagram, de YouTube, et même quelque chose qui paraît aussi simple que Parcoursup, ce n'est pas si évident que ça d'arriver à le comprendre. Il y a également une opacité qui est entretenue par la plupart des acteurs, parce que, bien évidemment, si on regardait un petit peu la manière dont ils touillent leur système, on se rendrait compte que ça fonctionne des fois au-delà du légal, en fait. Et c'est ce que je vais finir avec le scientisme sur cette mission-là. Je reprends l'exemple justement de ces analyses de CV automatisées. Ces analyses de CV vont, par exemple, utiliser des mots-clés à détecter par rapport à l'annonce et par rapport au candidat et établir, là encore, comme toujours, des tris
des systèmes de classement et surtout établir des scores de performance. Est-ce que votre CV et votre lettre de motivation ont un score de performance suffisamment bon pour pouvoir candidater? Bien évidemment, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est comment est-ce qu'on détermine ce score de performance? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Alors assez souvent, on dit, on va calculer un score pour savoir si la personne sera adaptée au travail qu'elle va fournir et si elle va bien le faire, etc. Mais on n'est pas capable en fait de le calculer, ce score-là. On n'est pas capable en fait. Le problème en fait, c'est que derrière le caractère objectif de ces calculs et de ces chiffres se cache beaucoup, 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 beaucoup de scientisme. C'est-à-dire, on va utiliser les calculs et les chiffres pour faire des chiffres, pour donner une apparence de scientificité, alors qu'en fait, on fait du n'importe quoi et du bullshit bingo. Je vous le résume un peu rapidement, mais c'est pour moi le quatrième problème de cet extractivisme, donc les biais, la discrimination, l'opacité, c'est le scientisme qui est en train de se répandre dans ces systèmes avec des modalités de calcul à plein d'endroits qui posent éminemment de problèmes. Vous avez sur l'image la façon dont aujourd'hui la reconnaissance faciale est activée et qui le compare avec des formes de craniométrie qui ont existé au 19e siècle. Et en fait, le lien est épatant, en fait. Qu'est-ce qu'on mesure aujourd'hui dans la reconnaissance faciale? On va mesurer la largeur internasale. Vous savez ce que ça signifie. Voilà, c'est ça qu'on mesure pour reconnaître le visage. On mesure la structure, on va mesurer les couleurs de peau, parce que la machine est capable de mesurer justement des choses. C'est sa capacité principale. Elle va être capable de mesurer toutes les différentes couleurs de peau. Mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on fait des formes d'eugénisme avec ces machines, en fait. Voilà, on a un gros problème, en fait. C'est ce scientisme qui est en train de se répandre par de là les calculs et de partout, il y a des tas d'endroits. Et je pense que ça, c'est le grand problème aujourd'hui de cette industrie numérique. Oui, Christelle. Oui, du coup, j'ai même une question. Est-ce que le fait de mesurer va pas aussi aller changer la façon dont les gens se comportent? Je prends comme exemple le langage. En fait, on se rend compte que les gens commencent à parler de plus en plus comme les moteurs de recherche de façon à être compris. Et au lieu d'avoir un moteur de recherche qui s'adapte, bah finalement, c'est nous qui adaptons notre propre langage. Et donc, bah, on devient un peu des robots, quoi. Oui, oui, tout à fait. La mesure est un vrai problème, en fait, et on ne sait pas la faire correctement. Moi, je vais prendre un autre exemple que j'ai toujours bien aimé, parce que je le trouve très, très parlant. C'est qu'aujourd'hui, avec le numérique, vous avez des balances pour se peser qui sont de plus en plus précises, 0,0031 grammes, voilà. Et en fait, c'est une très mauvaise façon de calculer son poids, en fait. C'est très décourageant parce qu'on perd et on gagne du poids. Des fois, vous ne mangez pas et le lendemain, vous avez pris 30 grammes, en fait. Notre poids se lisse dans le temps. Et ces précisions qu'on trouve sur tous les outils, en fait, sont très, très mauvais. Il y a un scientifique qui a imaginé un système de balance qui n'affiche pas le poids. Elle vous dit juste vert ou orange ou rouge. Elle vous donne une autre indication, en fait. Et en fait, elle lisse ses calculs sur plusieurs jours pour ne pas donner l'impression que vous avez gagné ou perdu et pour continuer à vous encourager dans les efforts. Ça revient à des formes de nudge un petit peu, mais je pense que c'est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a un tel délire du calcul et de la précision qu'il faut justement arriver à en prendre une forme attention, ce n'est pas nécessairement la bonne ou l'unique direction à prendre. Mais alors, du coup, je vais réagir par rapport au vert, orange, rouge. Oui, oui. Ça vient dire quelque chose, mais vous mettez une anorexique sur une balance qui lui dit vert quand elle maigrit. Oui. Voilà. C'est vraiment un prisme particulièrement problématique. Je suis bien d'accord. Ils en ont tous, en fait. L'autre problème général qu'on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, on utilise ces systèmes pour tout le monde, avec justement des formes de normalisation globalisante, etc. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Et on voudrait que tout le monde rentre dedans. Je
pense que c'est là aussi un autre enjeu de cette question numérique. Quand on voit tout ce numérisé dont on a parlé, bien évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce que, quand on voit tout ce que numériser implique, on se dit qu'est-ce que ça veut dire de prendre une autre direction en fait? Est-ce qu'on peut mettre des limites à ce numérique? Là, ce sont vraiment des questions un petit peu ouvertes que je veux juste évoquer très rapidement avec vous. Ça veut dire quoi dénumériser? Pour l'instant, je ne sais pas bien encore, hein, franchement. C'est encore une question un petit peu compliquée pour moi. Est-ce que dénumériser, c'est débrancher? Débrancher, c'est ce dont on pense la plupart. C'est ce à quoi on pense la plupart du temps. Bon, finalement, il suffit de débrancher la prise, de saboter une antenne et d'arrêter la machine et ça sera terminé. Bon, on sait bien que le problème justement d'un réseau, c'est d'être interconnecté, résilient. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas brûler les archives de la CAF. La base de données, elle est redondante, elle est démultipliée. On ne peut pas s'attaquer à la base de données de la CAF. On ne peut pas agir contre, en fait. Pire, c'est ce qu'explique cet excellent article de David Gaborio sur le logiciel à l'oreille des prolos. David Gaborio est un chercheur spécialisé dans la logistique, et il explique très bien qu'aujourd'hui, le manutentionnaire dans l'atelier de logistique qui reçoit par commande vocale d'un robot des ordres pour aller chercher tel produit, le mettre sur sa palette, aller chercher tel autre produit pour le mettre sur sa palette pour finaliser une commande, il n'a plus de modalité pour se révolter, en fait. La seule chose qui arrive assez souvent, c'est qu'il prend l'oreillette tellement il en a marre de la voix du robot et il la jette par terre, il la casse. Donc la plupart du temps, ça lui est déduit de sa feuille de salaire et au mieux ou au pire, il est remercié. Et voilà. Se débrancher, en fait, nous n'avons plus les modalités collectives ou communes pour y arriver à des tas de moments. En fait. Ça pose des questions assez lourdes. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut débrancher et comment? Il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une grève du codage des actes. C'est un phénomène assez intéressant. C'est donc à l'hôpital public, face aux mesures de restriction de manière de faire monter leurs revendications, les médecins et les hospitaliers ont décidé de ne pas coder les actes dans le logiciel de la sécurité sociale. Quand ils reçoivent un patient, ils doivent coder l'acte pour que celui-ci, justement, soit pris en compte et soit que derrière, le patient soit remboursé, que l'hôpital soit financé par la Sécu du montant de l'acte, etc. Et pendant plusieurs mois, ils ont fait du grève du codage des actes. Et ça a bloqué la machine. Tant et si bien qu'il a fallu négocier, etc. Et la grève a été levée et certaines des revendications ont été acceptées dans certains hôpitaux qui l'avaient fait. Donc on voit bien qu'il y a des formes de lutte, de technolutte qui se développent, de techlash. Je vous ai parlé tout à l'heure des salariés de Google qui essayent de se rebeller ou du syndicalisme qui commence à se développer dans des entrepôts Amazon, etc. On revient sur des formes de lutte un peu traditionnelles et qui posent des questions, bien évidemment, d'organisation. Donc, est-ce que numériser, c'est simplement se débrancher? Mais se débrancher, ça n'enlève pas, en fait, toute la machine qui se met en place. On peut, au pire, certains d'entre nous, avoir le loisir ou la richesse ou la possibilité de se débrancher, mais ça ne sera pas tout le monde qui pourra y avoir. Et ça n'empêche pas à la machine de continuer. Donc, dénumériser, pour moi, c'est peut-être pas débrancher. Est-ce que dénumériser, c'est désindustrialiser? Je vous ai dit tout le long de ma présentation que le numérique, c'était un projet industriel. C'était ça, sa caractéristique principale, c'est ce qu'il est devenu. Alors, comment est-ce qu'on désindustrialise? Est-ce qu'on l'a déjà fait dans le passé et comment? Alors, on a déjà fait des désindustrialisations dans le passé.
mais parce que vous l'avez vu avec votre professeur, avec Alexandre, cette désindustrialisation, en fait, n'en était plus ou moins pas une, en fait. Nous avons surtout procédé à des délocalisations plus qu'à d'une désindustrialisation. Nous avons envoyé en Chine et ailleurs la plupart de nos industries et nous les ramenons par containers entiers, en fait. Donc, la désindustrialisation à laquelle nous avons procédé, c'était une désindustrialisation, encore une fois, très libérale, dans le même sens que cette numérisation à laquelle nous assistons, qui cherche à chercher des gains d'efficacité et des modalités de profit. Donc, comment est-ce qu'on désindustrialise? Je n'ai pas du tout la réponse, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans des tels processus industriels que ça doit nous poser des questions. Il y a d'autres chercheurs comme Ethan Zuckerman ou Ben Tarnoff qui expliquent, eux, que certes, il y a eu des formes de privatisation et d'industrialisation qui ont eu lieu, donc la solution, c'est de mettre un peu plus de diversité. Ethan Zuckerman parle et milite pour des infrastructures publiques numériques, des médias sociaux publics, ou des médias sociaux en forme de commun, et non pas seulement des entreprises privées. Effectivement, ces possibilités de diversité sont vraiment, ou de diversification des formes peuvent être vraiment très encourageantes. Il nous rappelle que dans le passé, pour répondre par exemple à des difficultés sur l'information de l'époque, on a créé le service public de l'information en France. En Angleterre, la BBC. Les Américains ont aussi créé des services publics de l'information. Et on pourrait tout à fait imaginer aujourd'hui, dans le numérique, imaginer également ce type de, c'est pas vraiment des désindustrialisations, mais c'est des types de déprivatisation qui sont également possibles. Bon, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui avec le gouvernement actuel que nous avons, mais ce sont malgré tout des idées qu'on peut tenter d'exposer, sans qu'elles soient des solutions uniques ou parfaites. Le problème de tout ça, c'est que, bien évidemment, on est face à des conglomérats, des entreprises multimilliardaires et qui gagnent encore plus d'argent et qui vont en gagner encore plus demain qu'aujourd'hui. Et donc, est-ce que dénumériser, c'est définancer? Il y a tout un courant dans le numérique de gens qui s'interrogent justement sur cette question du financement de l'innovation aujourd'hui, qui est très, très problématique. Hein, ce financement de start-up, de licornes, de choses qui sont en fait plus des produits financiers que de véritables entreprises, bien souvent, et qui sont surfinancés par rapport aux offres, par exemple, de communs numériques, comme peuvent l'être des Wikipédia, des OpenStreetMap, des Signal, qui ne sont pas, d'ailleurs, ces trois exemples sont intéressants, parce que ce ne sont pas des entreprises, hein, ce sont toutes des associations. Reste que le nerf de la guerre, bien évidemment, ça reste l'argent, et donc comment est-ce qu'on fait autrement? Est-ce qu'on peut définancer le numérique? Est-ce qu'on peut proposer d'autres modalités de financement? Est-ce qu'on peut réorienter en fait les ressources financières, les redistribuer d'une certaine manière? Je voulais juste citer un exemple. Voilà, réorienter les modèles de financement vers le bien public plutôt que vers le profit privé. Reconnaître que de fait, il y a des grands services technologiques, sont des infrastructures de services publics, qui, à l'instar des services publics antérieurs, tels que l'eau, l'électricité, les télécommunications ou la poste, ne devraient pas être exploités par des monopoles sans contrainte. Hein. Ils doivent répondre aussi à des critères d'intérêt public. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut aujourd'hui aussi s'intéresser aux structures de financement de l'innovation. Hein. Pour rediriger le financement vers d'autres formes d'innovation, il est nécessaire d'observer plus avant comment fonctionnent ces financements. Il n'y a pas grand-chose sur cette question-là, à part quelques tribunes rageuses qu'on peut comprendre. Mais je pense qu'il y a une prise en compte qu'il faut certainement faire avancer.
Alors, il y a quelques acteurs, encore une fois, qui défendent des définanciarisations, des marchandisations, des économisations, qui pointent d'autres modèles. Je cite notamment a world where finance is, j'arrive pas à lire la suite du truc, mais vous pourrez retrouver le lien de l'article. C'est un article de Michael McCarthy, d'un Noemag, qui estime que nous devons trouver des modalités pour changer l'orientation de nos investissements. En fait, voilà, l'enjeu, c'est de rebrancher nos choix d'investissement, non pas sur les profits financiers qu'ils génèrent, mais bien sûr sur ce qu'ils produisent pour la collectivité. Hein. Le problème, c'est que ça, c'est un sujet que les spécialistes de la tech ne maîtrisent pas toujours très bien. Pour l'instant, la technologie reste le bras armé du capital, et c'est un problème particulier. Voilà, et avant-dernier point, est-ce que dénumériser, c'est regouverner, dégouverner? Je vais surtout m'intéresser à désurveiller. Hein, il n'y a pas d'antonyme à surveillance. Il n'y a pas de mot, en fait, pour dire que c'est quoi le contraire de la surveillance. Du moment qu'on n'a pas de mots pour contrer la surveillance, on sent bien que ça va être peut-être difficile de nous en défaire. Le problème, par exemple, c'est que désurveiller, ça pourrait être possible. On sait que la vidéosurveillance, par exemple, est un échec monumental. Ça a un coût énorme pour une production vraiment de résolution d'affaires, etc., qui est très très faible, contrairement à ce qu'on pense. Et ici, des tas d'études sur la question de la surveillance et ce qu'elle produit, la vidéosurveillance et ce qu'elle produit, et assez souvent, elle résout très peu les affaires, elle déplace la criminalité plutôt qu'autre chose, ou surtout, elle intensifie, externalise et prolétarise la criminalité, comme vous le disiez tout à l'heure, elle l'ubérise, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas des crimes en deviennent avec la vidéosurveillance. Hein, vous mettez la poubelle à côté de la poubelle, si la vidéo vous voit, vous allez être retrouvé à cause pour cette micro-infraction qui n'en était pas d'une et qui le devient. Et c'est à nouveau, c'est ça que je cherche. Et comment faire pour désurveiller? On sait que ça ne marche pas, et pourtant, les investissements dans la surveillance continuent, se démultiplient. On vous parle de vidéosurveillance pour les prochains JO, etc. Les investissements sont massifs. Donc on voit bien en fait qu'il ne suffit pas pour enlever quelque chose, de dire qu'il ne rapporte pas suffisamment, en fait. La promesse de la technologie est toujours de vous dire il faut plus investir, plus de données, etc. Et ça va vraiment finir par marcher. Évidemment, c'est un puits sans fin ou une abîme sans sortie. Enfin, bien évidemment, si le numérique c'est calculé, est-ce que dénumériser, ça veut dire décalculer? Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on calcule? Encore une fois, enfin, le scientisme dont je vous parlais tout à l'heure me semble un vrai problème sur qu'est-ce que c'est que calculer et comment calculer. Les théoriciennes de ce qu'on appelle le féminisme de données, le data feminism, qui sont notamment Catherine Di Ignazio et Lauren Klein, qui ont produit un livre qui s'appelle Data Feminism. Vous retrouverez le lien dans le slide que je vous enverrai. Explique par exemple que l'enjeu des données, c'est qu'elles restent, c'est qu'elles ne soient pas partagées par tout le monde, etc. C'est qu'elles restent la production de ceux qui les produisent. Elles doivent rester au plus près des personnes. Par exemple, les données de santé doivent rester auprès du médecin qui les coproduit avec le patient ou de rester auprès de l'hôpital qui les coproduit avec le patient. Elle ne doit pas aller se balader partout, etc., sans le consentement des gens, et même tout simplement pas aller se balader tout court. Donc, il y a des moyens de se dire, on peut peut-être parvenir à trouver des modalités pour faire un peu mieux respecter la vie privée des données. Et ça laisse la question complète sur le décalcul. Quand on regarde concrètement comment certains calculs sont faits, moi j'ai une formule qui dit
voilà, nous sommes coincés entre la pauvreté algorithmique et les délires calculatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? La pauvreté algorithmique, c'est-à-dire très souvent, on met en place des systèmes très sophistiqués de calcul, etc. Et en fait, ça produit des résultats qui sont on ne peut plus convenus, on ne peut plus moyens, ou on ne peut plus prévisible, en fait. Donc, c'est comme toute cette machine Parcoursup qui finit par ne produire que de tristes appareillements pour la plupart des élèves. D'un autre côté, tous ces calculs explosent dans des formes de délire calculatoire. Vous avez exactement la même chose dans certaines formations sur Parcoursup, où on va prendre en compte, j'exagère, hein, l'âge du capitaine, le nombre de rats dans le bateau et des tas de critères pour essayer de trouver le juste équilibre pour le mieux possible classer les gens, jusqu'à arriver à faire des calculs qui ne les départagent pas vraiment, en fait, prenant la moyenne de la classe ou la sous-moyenne de telle section pour arriver à ajuster le calcul au mieux. Le vrai problème, c'est quand on fait ça, on démultiplie la complexité du calcul jusqu'à le rendre inexplicable aux gens, en fait. Et derrière, quand vous dites aux gens, vous n'avez pas été pris, pourquoi? C'est trop compliqué, je ne peux pas vous expliquer. Donc, le calcul, il s'intègre dans la société. Hein. La pauvreté algorithmique, on ne va pas la supporter, le délire calculatoire non plus. Donc, il faut trouver les modalités d'un calcul et savoir aussi, par moment, certainement, ne pas calculer, ne pas cloudiser. J'aimerais beaucoup trouver des entreprises qui n'utilisent pas le cloud aujourd'hui, qui n'utilisent pas les données en réseau et qui essaient de fonctionner autrement. Je n'en vois pas, à part des artisans qui ne sont pas numérisés ou quoi que ce soit, mais voilà, des entreprises qui essaient de fonctionner avec des matières numériques sans utiliser des formes d'échange ou en les restreignant considérablement, par exemple. Ça pourrait être des modèles intéressants, mais je n'en connais pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, ces questions-là que je voulais vous adresser sur ce dénumérisé. Je ne sais pas si ça vous... On pourrait certainement en trouver d'autres. Hein. Je m'interroge aujourd'hui sur comment faire, ce que ça peut vouloir dire, en fait, de dénumériser. Là-dessus, j'aurais une question, si c'est possible. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs années, j'avais assisté à une expérimentation qui avait été montée par la FING sur la possibilité de, justement, pour éviter que les données des personnes soient centralisées dans le cloud, d'amener les services au plus près des personnes et que du coup, les données restent la propriété de chaque individu et que ce soit juste le service qui soit mis à disposition, qui ne s'appuie pas sur les données. Je crois que cette expérimentation, elle a fait long feu. Je trouvais que le principe était bien, mais est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Alors, le problème, c'est qu'on est toujours dans le même domaine, dans des tas d'endroits, même pour faire des expérimentations alternatives, il faut des gens, il faut donc de l'argent, il faut donc des financements, il faut aussi des utilisateurs, c'est mieux. Et parfois, ça ne marche pas toujours, en fait. C'est certaines de ces initiatives qui n'ont pas marché, notamment, si je ne me trompe pas, il y avait eu une ou deux entreprises qui étaient partenaires, qui ont passé certaines données, mais pas forcément les données les plus intéressantes. Il fallait que les utilisateurs soient aussi partie prenante. Bon, ça peut être très difficile de monter des expérimentations, ça prend du temps, il faut des financements. Nous n'étions peut-être pas la meilleure structure pour faire et accompagner un travail de recherche de longue haleine et financé. C'est peut-être pas forcément, voilà, c'est peut-être pas la plus adaptée pour arriver à faire ça. Il n'empêche qu'il y a des initiatives dans ce genre qui continuent, qui se sont multipliées ailleurs. Aujourd'hui, on parle du mouvement My Data, c'est le retour des données aux utilisateurs. On parle également beaucoup de data stewardships, c'est-à-dire des structures mises sous des formes de commun où les gens vont contribuer avec leurs données et des entreprises ou des institutions vont pouvoir y accéder avec l'autorisation des participants.
ce sont des initiatives qui sont toujours intéressantes. Après, c'est quelles sont leurs formes juridiques, quelles modalités de gouvernance est-ce qu'elles mettent en place. Quand je parle de dégouverner, regouverner, par exemple, ce sont ces questions-là qui sont aujourd'hui sont très, comment dire, sont très épineuses, sont très problématiques. Hein. Vous pouvez mettre en place une magnifique plateforme de partage de données et elle va être orchestrée par une agence publique de l'État. Et son but, par exemple, va être de récupérer toutes les données de santé des patients. C'est ce qui est en train de se faire d'une certaine manière avec le Health Data Hub mis en place en France pour justement faire fructifier les promesses des données de santé. Le problème, c'est quelle confiance, nous, utilisateurs, pouvons-nous avoir dans une agence de l'État dont le maître mot est justement le partage de nos données de santé, en fait. Soi-disant avec la belle promesse que ça va faire progresser la science. Certainement, mais voilà, quelle est notre place là-dedans? On a un peu l'impression que nous sommes, encore une fois, la dernière roue du carrosse. Les associations de handicap et de défense des droits numériques utilisent une très bonne formule. Elles parlent souvent du pas pour nous sans nous, qui est très reprise dans la question autour des questions d'informatique et du numérique, et notamment par le data féminisme. Hein, pas pour nous sans nous, c'est-à-dire que vous ne gérez pas nos données, vous ne gérez pas nos calculs sans nous, les utilisateurs. D'accord. Et vous, quand on vous dit dénumériser, vous pensez à quoi tout de suite? Ça vous évoque quelque chose ou ça vous semble un anachronisme qui ne veut rien dire? Ça me paraît pas facile, moi. Mais bon, je viens de passer 3 jours à Vivatech, alors j'ai un peu Ah, de ma mal. pauvre. Non, mais du coup, c'est un On est bon survécu. exemple. Enfin, ça montre bien, on a du mal à imaginer, enfin, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, quoi. Et est-ce que c'est reprendre le contrôle du numérique ou est-ce que c'est véritablement en diminuer la présence Ouais, et autant reprendre le contrôle, j'ai l'impression qu'il y a des initiatives, autant diminuer la présence du numérique à tous les étages de la vie. Alors là, oui, reprendre le contrôle, il y a certainement des tas de petites initiatives qui restent hélas un peu marginales, même s'il y en a qui sont plus visibles que d'autres et ou plus stimulantes. Et effectivement, en enlever un peu, aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas abordée, en fait. Et je pense que c'est un problème, en fait. On numérise tout. Est-ce qu'il y a des endroits où il ne doit pas en avoir? Les activistes du numérique, par exemple, ou plein de chercheurs sont pour nombreux, frontalement ouverts contre la reconnaissance faciale. C'est un moyen de dire, non, la reconnaissance faciale, c'est non. Là, c'est un endroit où on ne peut pas ajouter de numérique. Ça n'empêche pas, pour l'instant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le domaine continue et perdu. Je pense que c'est une bonne question de se dire quels sont les endroits où on doit enlever un peu ou limiter le développement en tout sens du numérique. Si je peux intervenir, pour ma part, ça me fait penser au contraire à tout ce qui est innovation, de nouvelles applications pour faciliter le quotidien, tout ce que vous dites. Et du coup, dénumériser, ça serait plutôt finalement recréer. Renumériser encore mieux, plus efficace et plus simple. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et puis, c'est ce qu'on disait avec Christelle, enfin, ce que vous disiez, c'est vraiment redire bah, pourquoi faire en fait? Qu'est-ce qui vaut vraiment le coup et qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'un point de vue relationnel, donc social, et d'un point de vue écologique. Donc c'est pas, on a l'impression qu'on est dans une numérisation à tout prix, à n'importe quel prix du coup. Enfin, c'est quoi la société qu'on veut créer, encore une fois, enfin, c'est quoi le type de relation? Donc moi, ça me renvoie plutôt en fait à un modèle de vivre ensemble
La numérisation, parce que je ne suis pas contre. L'idée, c'est pas d'arrêter. L'idée, c'est pas être binaire. Oui, non, c'est qu'est-ce que ça apporte réellement? Est-ce que ça fait vraiment gagner ce temps? Et ce temps qu'on gagne, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, Oui, et je vais rebondir sur une autre question, parce que pour moi, quand on parle de high-tech et de low-tech, dans le low-tech, pour moi, le low-tech existe que si le high-tech existe. En fait, ce mot de low-tech existe parce qu'on utilise le high-tech. Et en fait, finalement, c'est plutôt... Enfin, pour moi, le low-tech en soi, ça veut rien dire. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, encore une fois, mais, malgré tout ce qu'on peut en entendre parler. Donc, numérisation, high-tech, low-tech, dénumérisation, bah, pas sûr. alors, Low-Tech, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Low-Tech Magazine, dont il y a une version Oui, mais je française. vois, je vois à peu près, mais je me suis pas encore fait une vraie conviction sur le low-tech. Mais Parce que c'est pas que de la technologie, en fait, c'est pas que de la technique. Hein. C'est un monde qui va avec, c'est un regard sur le monde. Et finalement, c'est pas une opposition à du high-tech, c'est une cohabitation. Et c'est comme numériser, dénumériser. Pour moi, c'est des cohabitations, mais ça met en perspective quel type de société est-ce qu'on veut, dans quel type de société est-ce que l'on veut vivre. oui, je suis assez d'accord avec ça. Pour l'instant, j'ai aussi l'impression que le low-tech et le high-tech se parlent l'un avec l'autre, en fait, et qu'il y a plein d'expérimentations low-tech qui ne pourraient pas exister si à côté, vous n'aviez pas du high-tech. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des formes aussi dedans de mécanisation simple ou ancienne qui visent simplement à extraire des formes, s'extraire des formes les plus productivistes, les plus industrialisées d'aujourd'hui, en fait, quoi. Donc, il y a un petit peu ce débat. Mais j'entends bien on sent bien que même dénumériser, il en reste encore, en fait, quoi. Et le but, je suis d'accord également, n'est pas nécessairement de jeter le bébé avec l'eau du bain, et ça peut aussi avoir des avantages et des atouts. Le problème, c'est qu'on a un peu l'impression en fait, qu'on les mesure mal, en fait, ces avantages et ces inconvénients. Et que de partout, nous sommes pris dans un déploiement sans nous poser vraiment jamais la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va me procurer un avantage ou pas, ou à qui, à moi, à d'autres, à ceux qui calculent ou à celui qui est calculé. Ça reste des questions qui sont porteuses ou portantes. Merci. C'est vrai que ça revient en fait à la question des finalités. Nous, dans le cadre de notre master, c'est vraiment le sujet fondamental. On parle de redirection écologique, qui est vraiment de se dire quelles sont les finalités et en quoi effectivement certains moyens permettent d'y aboutir. Le numérique, c'est un moyen pour atteindre certaines finalités. Aujourd'hui, la finalité du numérique, effectivement, c'est d'avoir des gains d'efficacité. Et donc, dès lors que cette finalité est celle-ci, forcément, ça génère plein de limites et on n'interroge pas vraiment le sujet. Donc, le sujet, c'est peut-être pas dénumériser, mais numériser pour faire quoi? C'est ce que disait Asser. C'est en quoi le numérique nous permet d'atteindre certaines finalités que ne nous permet pas l'absence de numérique. Parce qu'en disant dénumériser, on parle du moyen. En fait, on est focalisé sur le moyen et on ne s'intéresse plus à la fin que permettraient certaines formes de numérique. Oui, ça me semble très juste, tout à fait. Et la question est bien celle-là. Alors, on voit bien déjà qu'il en existe des alternatives, du numérique alternatif, d'une certaine manière, même si c'est un des géants services, un des services les plus gros de l'Internet, très financé, même si ce n'est que par les dons. Wikipédia ou OpenStreetMap sont deux services qui apportent quelque chose certainement à nous tous, tout en étant porteurs de valeurs, d'une altérité, d'une diversité, de connaissances, etc., et en étant résolument non marchands tant l'un que l'autre.
Voilà, et ça c'est ce que dit un peu Ethan Zuckerman ou Ben Tarnoff quand ils disent on a besoin d'imaginer des infrastructures publiques du numérique. Voilà, euh, se, se, se dénumériser, pour moi, c'est plus un réformisme, en tout cas, qu'une coupure brutale et forte. Même si peut-être qu'à certains endroits, nous avons besoin de quelques modes de coupure brutale et forte. Oui, puis je pense qu'il y a quand même une question de business, de modèle d'affaires pour se dire est-ce que, enfin, si on choisit des usages du numérique, on va dire plus vertueux, plus raisonnables, plus utiles et du coup moins discriminants aussi, euh, est-ce que derrière ça, il y a un business model? Typiquement, les exemples que vous avez cités là, de Wikipédia et d'OpenStreetMap, en fait, ce type d'exemple, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment la capacité à la fois d'avoir certains services numériques? Bah, par exemple, je sais pas, mais est-ce qu'on est capable d'avoir, alors on va prendre des choses, mais des robots qui sont susceptibles d'éviter aux pompiers d'aller dans les endroits dangereux et avec des feux, donc avec des caméras qui leur permettent d'envoyer des images pour sauvegarder la vie de ces personnes-là. Si on n'a pas ce type de robot du type Boston là, qui va en fait qui sont des robots tueurs à côté, enfin je caricature un peu mais quand même. Et du coup voilà la question de se dire est-ce que ça fait sens ou est-ce que on peut avoir alors je vais aller un peu loin hein, mais des des exosquelettes qui vont aider des infirmières à porter les gens pour éviter de se faire des maladies professionnelles dans la manipulation des personnes en démultipliant leurs forces si on n'a pas à côté des services qui paraissent complètement loufoques de transhumanisme, quoi. Enfin. Donc voilà, moi j'ai une vraie question sur les business models. Oui, mais pour essayer juste de répondre ou de compléter la réflexion ou la question, en tout cas, cette, comment dire, les business models, ils sont bien là, en fait. Hein. Et Wikipédia en a un, en fait, également. Hein. Il n'est pas évident à atteindre, ça dépend, il faut avoir des millions d'utilisateurs, etc. Enfin, chacun donne un petit peu, c'est la campagne de dons que vous avez, etc. Ça fonctionne pour certains projets, et ça peut aussi marcher. Donc, il y a une grande gamme de modèles d'affaires qui sont possibles, et le modèle d'affaires de dire que bah, c'est le public qui prend en charge certains types de services en est un aussi que je n'exclus pas. Mais après, encore une fois, nous sommes dans des rapports gain et efficacité toujours. Hein. L'exosquelette, pour aider l'infirmière, c'est très joli sur les plaquettes et ça permet de développer de nouveaux prototypes de robots qui vont du Boston Dynamics jusqu'à celui plus utile pour aller combattre les incendies ou le feu. Le problème derrière, c'est toujours le gain d'efficacité. Et franchement, si ce n'est que le gain d'efficacité qui joue et qui module les intérêts et les financements, vous comprenez bien que l'infirmière, même si elle a mal au dos, elle n'aura jamais son exosquelette parce que finalement, ça coûtera trop cher en fait. Ça sera plus simple de faire venir une autre infirmière de Thaïlande ou du Nigeria pour prendre sa place une fois qu'elle a mal au dos. Et c'est ce qui se passe en fait très concrètement aujourd'hui dans les usines de logistique, hein, où le turnover est très fort, où les gens se pètent le dos très rapidement. Et bah, c'est la sécurité sociale qui prend en charge chez nous, mais plus que l'entreprise d'ailleurs. Donc c'est voilà, ces modèles économiques et ces gains d'efficacité, il faut bien penser en fait qu'ils sont dans tout le scope de la chaîne. Je pense que ça permet d'éclairer beaucoup de choses et beaucoup de blocages aujourd'hui. C'est pour ça que je le dénonce un peu vivement, ce côté industrie du numérique,
parce qu'on a vraiment cette impression que justement ce calcul-là est devenu une boucle comme les autres d'information, de rétroaction, qui tourne sur elle-même et dans laquelle on n'a plus de modalité de sortie. Bon, ben merci. Je pense qu'on est tous épuisés et il est l'heure d'aller voir quelque chose de frais ou quelque chose comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. beaucoup. C'était très intéressant et ça ouvre plein de questions. Ouais, j'espère. Eh ben, bon courage à vous pour. Je crois que c'est presque terminé. Oui. Ouais. Enfin, étape 1, quoi, on va dire. Oui, Ça étape commence, une. tout ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Peut-être la plus facile est terminée d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il suffisait d'écouter. Bon. Merci. Ouais, merci beaucoup. Bonne Ouais, c'est soirée. moi. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Merci, au revoir.